15h30, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée donc à cet effondrement d'un immeuble à Marseille, rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement de la ville. On est en plein cœur de Marseille, entre le Vieux-Port et la gare Saint-Charles. À l'origine, une explosion entendue aux alentours d'1h-20 cette nuit, réduisant à l'état de ruine le numéro 17 de cette rue et emportant une partie des deux bâtiments adjacents, le numéro 15, le numéro 19. Le quartier est pour l'heure toujours sécurisé, mais le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan, a rapidement dit craindre un bilan difficile. En effet, des personnes sont encore sous les décombres. Ce matin, le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place a évoqué le nombre de 4 à 10 personnes qui pourraient encore être ensevelies. On fait le point évidemment dans cette édition avec nos reporters sur place, avec nos invités également et nos spécialistes. Vous voyez ces images en direct de l'intervention des pompiers sur place, extrêmement difficile. Ils doivent à la fois éteindre ce feu qui est toujours en cours et également ils ont commencé les opérations de déblayage donc pour tenter de retrouver ces personnes sous les gravats. On va réécouter le point presse que vous avez suivi avec nous il y a quelques instants sur BFM TV du commandant Guy, qui est le commandant des opérations de secours pour les marins de pompiers de Marseille. Il a fait un point de situation sur les différentes interventions que ces équipes gèrent concomitamment. On est toujours sur une opération de longue durée. Là, actuellement, on a plusieurs actions concomitantes. Une première action, évidemment, de recherche de victimes. Donc c'est pour ça qu'on y va méticuleusement. Actuellement, on a des équipes qui fouillent, je dirais, chaque partie de gravat. Une grue, une fois que les zones de gravat ont été... On a vraiment la certitude qu'il n'y a personne à l'intérieur, sont enlevées par une grue et sont évacuées par des bennes, et ainsi de suite. Donc en parlant, on identifie des zones sur lesquelles on peut évacuer avec un camion grue l'ensemble, je dirais, des gravats. Actuellement, on ne connaît pas les causes. L'enquête, je le dira plus tard. Pour l'instant, l'incendie, on a toujours de la fumée. On n'identifie pas exactement ce qui brûle, mais on a toujours de la fumée qui sort des décombres. Actuellement, on est en train de surveiller l'ensemble de la zone, notamment les bâtiments qui sont mitoyens à la zone où on travaille, parce qu'on n'est pas à l'abri quand on a encore des mouvements de ces structures qui sont quand même instables. Et donc, on a quand même une vigilance très particulière sur la sécurité de nos personnels. On a un dispositif, on a un peu plus de 100 pompiers, on a exactement 105 pompiers. On a 38 véhicules qui sont engagés sur cette opération. Et là, on est sur une opération au long cours. En gros, on fait des relèves régulières de nos personnels, simplement vis-à-vis de leurs états de fatigue, pour qu'ils puissent être engagés en toute sécurité. On considère qu'il y a toujours des personnes potentiellement qui peuvent être survivants, notamment dans des bulles à l'intérieur de la zone d'effondrement. Donc on va tout faire pour, aller graduellement pour essayer de retirer le plus rapidement les décombres, pour essayer le plus rapidement possible être au contact d'éventuelles victimes. Dès qu'un tas de gravats, on est sûr qu'il n'y a personne à l'intérieur, où il n'y a pas de victimes, on retire ce tas de gravats à la grue et ainsi de suite. Après, on réengage nos personnels et c'est un roulement continu entre nos opérations avec nos personnels et la grue qui retire les gravats. À l'heure actuelle, ce sont 105 pompiers qui sont mobilisés sur place, 38 véhicules également pour tenter de retrouver des survivants. Pas encore de bilan très précis. La procureure de Marseille donnera un point presse aux alentours de 18h. Pour l'heure, donc, tout le monde est mobilisé, les marins-pompiers notamment. Antoine Forestier, on vous retrouve, vous êtes notre envoyé spécial à Marseille sur les lieux du drame. Quelle est la situation que vous observez actuellement sur place, notamment en termes de dispositifs de secours et de sécurité ? Le commandant Guy, qu'on a entendu à l'instant, le disait, il y a 105 pompiers qui sont mobilisés. Tout est centralisé en fait au poste de commandement, mais également avec les informations qui proviennent des policiers, une centaine de policiers nationaux, 80 policiers municipaux qui sont déployés sur le terrain. Et donc tout est centralisé ici pour prendre des décisions. Et il y a également des pompiers spécialisés et des policiers spécialisés, notamment un pilote de drone qui aide précieusement avec ces images les pompiers pour savoir dans quelle zone il faut aller tenter de retrouver d'éventuels rescapés. Avec ces images de survol effectuées depuis ce matin par ce spécialiste. Il les fournit directement aux pompiers qui peuvent ensuite analyser ces images. Un robot est utilisé, mais pour l'instant, la zone est encore trop chaude pour qu'il puisse véritablement être déployé dans les zones inaccessibles pour les pompiers. Et puis la brigade cynophile a pu être mise en action en fin de matinée. Le ministre de l'Intérieur le disait ce matin, c'était trop dangereux jusqu'à présent pour les chiens d'accéder à cette zone. Donc pour l'instant, les chiens sont utilisés, mais principalement dans les immeubles voisins, parce que cet incendie, il est toujours en cours et donc c'est compliqué pour ces chiens d'aller dans les décombres et de tenter de retrouver là aussi des survivants. Donc 105 pompiers mobilisés, 80 policiers municipaux, je vous le disais, et puis également les équipes d'Enedis qui sont présentes sur le terrain. Ils permettent de tenter de recenser les habitants de cet immeuble. Les informations sont encore un petit peu floues. Le ministre de l'Intérieur parlait de 4 personnes habitant cet immeuble au minimum et d'une dizaine a priori maximum, mais ce sont des chiffres à préciser. Et d'ailleurs, les pompiers les
enquêteurs attendent de la part d'habitants qui connaîtraient d'éventuels habitants de cette rue, des numéros 15, 17 et 19 de la rue Tivoli, eh bien d'appeler que ce soit la préfecture ou la police pour signaler ou pas la présence de ces personnes dans l'immeuble hier soir à minuit 40 lorsqu'a eu lieu cette déflagration et cet effondrement. On tente donc d'avoir un maximum d'informations et c'est ce qui explique que pour l'instant, on n'a pas de bilan humain précis par rapport à ce qui s'est passé cette nuit. Antoine, vous avez aussi vu des véhicules totalement détruits dans la rue, véhicules qui ont, comme les habitants, été évacués. Oui, c'était il y a à peu près une heure. Une dépanneuse est sortie de la rue Tivoli, ici juste derrière nous, par cet accès. Elle a ressorti 2 véhicules qui étaient littéralement explosés. On ne sait pas si c'est la déflagration qui a été entendue hier soir aux alentours de minuit 40 qui a généré ces dégâts ou l'effondrement qui a suivi. Mais vous le voyez sur ces images de Léa Caboche, eh bien, ces véhicules sont très endommagés. Ils ont été donc emmenés par cette dépanneuse tout au bout de la rue. On voit bien qu'il y a encore énormément de travail pour les équipes sur le terrain. La priorité, c'est le déblaiement, mais avec les difficultés dont je vous parlais, il y a encore beaucoup de fumée sur les lieux de cet effondrement et donc les équipes tentent de ressortir tout ce qu'ils peuvent, y compris les véhicules que nous avons filmés tout à l'heure. Merci beaucoup Antoine Forestier en direct de Marseille avec Léa Caboche pour BFM TV. Nous sommes en direct avec Éric Zipper. Bonjour, vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Corps mondial de secours. Alors, on aimerait avoir votre avis, hein, vous qui avez l'habitude d'intervenir sur des zones de grands sinistres. Vous étiez dernièrement en Turquie notamment. Quelles sont les spécificités qui existent sur ce chantier, hein, comme le désignent les pompiers dans leur jargon? Ici à Marseille, on a compris qu'il y avait beaucoup d'actions qui devaient être menées en même temps, rapidement. Oui, alors il y a beaucoup d'actions à mener rapidement, mais il y a aussi surtout une priorisation de toutes ces tâches à effectuer. Là, visiblement, alors, je ne suis pas sur le terrain, c'est toujours compliqué de commenter ça de loin, mais les similitudes sont quand même fortes avec ce qu'on peut rencontrer sur les zones d'intervention sur lesquelles moi j'interviens à l'étranger, à savoir que on a un effondrement complet, d'un immeuble et puis d'un immeuble d'à côté et l'autre qui menace les sauveteurs qui vont s'engager dessus. Donc c'est vrai qu'il faut d'abord déterminer effectivement ce qui est en train d'être fait en ce moment, mais c'est vraiment le recensement des personnes qui sont potentiellement ensevelies, donc par des témoignages, par des coups de fil, par des appels téléphoniques, par tout un tas de choses. Mais c'est vraiment les témoignages qui sont les plus importants, puisque pour l'instant, à cause de cet incendie qui empêche un travail correct des équipes cynophiles, et on peut se fier que aux témoignages des gens qui sont autour. Et la priorité, là, ça va être pour que les équipes puissent intervenir au plus vite. C'est quand même que y ait une maîtrise de cet incendie pour pouvoir engager des gens dans les décombres et rejoindre des survivants. Éric Zipper, vos équipes sont intervenues récemment lors du terrible séisme en Turquie. Est-ce que ce qu'il se passe aujourd'hui à Marseille peut être comparé avec un tremblement de terre ? Alors, dans la forme de l'effondrement, oui, tout à fait. Enfin, on est face à un effondrement, j'allais dire, classique d'un bâtiment. Hein. Enfin, c'est dramatique de dire ça, mais enfin voilà, avec des possibilités de survivants, avec une analyse qui peut se faire comme pour un séisme. On peut se dire aussi que cet effondrement est intervenu au pire moment de la journée. Hein. La nuit, on sait que c'est là où on a le plus de chances d'avoir des gens qui sont à l'intérieur des habitations. Donc tout ça sont des similitudes. Après, il reste de grosses différences quand même, notamment cette notion d'incendie qui vient vraiment perturber les recherches, parce que sinon, je veux dire, il y a déjà, je pense qu'il y aurait déjà des victimes qui auraient pu être rejointes, mais comment vous voulez intervenir quand il y a des fumées, quand il y a du feu, quand les chiens ne peuvent pas faire leur travail correctement, on peut pas mettre d'appareil d'écoute parce qu'on peut pas mettre de sauveteur non plus sur les décombres. Après, la grosse différence qu'il y a, c'est l'absence de réplique. C'est vrai que par rapport à un séisme, aux suites d'un séisme, quand on s'engage dans les décombres, on sait qu'il peut y avoir des répliques derrière. Mais là, les répliques sont remplacées par le risque d'effondrement du bâtiment qui est juste à côté, qui va devoir être surveillé constamment dès qu'on va engager des équipes à l'intérieur. Merci beaucoup. C'est très intéressant en effet d'avoir votre retour d'expérience sur ces différentes scènes de drame. On va également en parler avec notre autre invité Emmanuel Patrice. Bonjour, vous êtes urbaniste, président de l'association Un Centre-Ville pour tous et membre du collectif 5 novembre. 5 novembre, ça fait évidemment référence à l'un des autres traumatismes dont nous parlent beaucoup de Marseillais encore aujourd'hui, celui du 5 novembre 2018, jour lors duquel 2 immeubles de la rue d'Aubagne se sont effondrés
effondré et ont fait 8 morts notamment. Et donc cette question qui vient à l'esprit de beaucoup de Marseillais, est-ce qu'on est dans les mêmes circonstances que celles d'il y a 4 ans et demi? Pas vraiment, de ce qu'on comprend, puisque rue d'Aubagne, les bâtiments étaient très vétustes et c'est ça qui avait entraîné leur effondrement. Ce n'est pas le cas ici, rue de Tivoli, c'est ça? Oui, c'est tout à fait. On a eu ces informations également de la part des pouvoirs publics et de tous les services qui sont sur place. Les premières informations, et on me l'a confirmé même par téléphone, j'étais en entretien tout à l'heure avec l'adjoint au logement, effectivement, le bâtiment, en tout cas l'immeuble lui-même, n'était pas sous arrêté de péril, ni ses voisins immédiats. En revanche, il est certain que pour nous, c'est un rappel de ce drame du 5 novembre 2018 qui a fait 8 morts. Et la question du logement indigne, elle n'est absolument pas réglée à Marseille. Et le quartier sur lequel il y a eu un effondrement connaît par ailleurs, tout comme tous les quartiers centraux et l'ensemble du territoire communal de la ville de Marseille, de nombreuses évacuations et des arrêtés de péril qui continuent encore aujourd'hui à se poursuivre. On est sur un rythme de 15 à 30 arrêtés chaque mois, c'est énorme. On est à 10 000 personnes qui ont été évacuées depuis 2018, donc c'est un cas unique en France et la question du mal logement, elle reste entière à Marseille. Le préfet a dit qu'il n'y avait pas d'arrêté de péril pour ce bâtiment. Ce n'est pas un quartier recensé comme ayant l'habitat insalubre. Alors, c'est effectivement, il n'est pas un bâtiment sur lequel il y avait un arrêté de péril et on le dit, il ne faut pas confondre la situation et le drame de Noailles avec cette situation-là qui, semble-t-il, d'après les premiers éléments, serait davantage liée à une explosion de gaz. Mais c'est quelque chose qui reste encore à confirmer, vraisemblablement. Bon. En revanche, non, le quartier, comme de nombreux quartiers du centre-ville, a connu, moi j'habite à une centaine de mètres et j'ai eu dans ma rue des arrêtés de péril, j'ai des voisins qui habitent aussi à proximité de la rue sur lequel il y a eu des effondrements et qui m'ont confirmé qu'il y avait eu effectivement aussi des arrêtés de péril sur certains immeubles. Donc la question du mal logement, et il faut savoir qu'à Marseille on a 100 000 personnes qui vivent dans des taudis. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont des chiffres qui sont issus d'un rapport, le fameux rapport Nicole qui est paru en 2015. Donc cette question-là du mal logement, elle touche l'ensemble de la ville. Et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de réponse réelle, notamment de l'État. Et en ce sens, la présence de Darmanin nous interroge beaucoup, parce que tout le plan gouvernemental aujourd'hui sur la question du logement, on va à contresens des enjeux et des efforts qu'il y a à faire sur cette question. On met encore des gens à la rue, on poursuit et on ferme les robinets du logement social en termes de financement. Donc non, la question elle est absolument pas réglée, et que ce soit dans ce quartier ou sur l'ensemble de la ville de Marseille. La question n'est pas réglée pour vous, et avec votre regard d'urbaniste, quand vous voyez cet amas de pierres, de débris au niveau de ce 15, 17 et 19 rue de Tivoli, qu'est-ce que ça vous inspire de manière sur le bâti de ces immeubles? Ce sont des bâtis qui sont quand même relativement anciens. Moi, j'ai un appel en même temps. Alors, Emmanuel Patrice, petit souci de liaison. Nous sommes toujours en direct avec Éric Zipper. Il y a aussi la crainte par rapport aux immeubles qui se trouvent juste à côté de cet immeuble, donc du 17 rue de Tivoli, que d'autres immeubles s'effondrent. Il y a notamment, on le disait, le numéro 19 où il y a des fissures. Il y a un risque sur ces immeubles aux alentours. Forcément, quelle que soit la cause de l'effondrement, on voit bien que ça impacte directement les immeubles qui sont aux alentours et que ça fragilise leur structure. Donc, ça les rend particulièrement instables. C'est vrai que nous, sur les zones de séisme, particulièrement où on a intervenu sur la deuxième ville où on a intervenu en Turquie, c'était une grosse problématique. C'est-à-dire que notre chantier était entouré par des immeubles qui étaient plus habitables. On ne savait pas combien de temps ils allaient tenir, qui étaient à la merci de la moindre réplique. Et donc, il faut que ces immeubles soient surveillés, soit par des personnes, soit par des appareils qui vont détecter les moindres mouvements de façade pour pouvoir donner l'alerte à temps pour que les gens puissent quitter la zone de travail si ces immeubles venaient à s'effondrer. Donc, c'est vraiment ce travail de sauvetage déblaiement que mènent là les marins-pompiers de Marseille est vraiment un sauvetage difficile et qui demande au personnel de s'engager réellement physiquement.
Merci, restez avec nous. On va également regarder ce que les habitants, les riverains en disent de cette situation, puisque c'est une trentaine d'immeubles environ qui sont donc concernés par les évacuations qui ont été menées après l'effondrement du numéro 17, annonce en fin de matinée de Gérald Darmanin. Alors pour les habitants du quartier, forcément, qui ont été réveillés en pleine nuit, mis à l'abri d'urgence, la nouvelle a été un véritable choc. Des rescapés, vous allez voir, qui sont partagés entre le soulagement d'avoir été sauvés et aussi de l'inquiétude. Margot Sèvres, Lola Baye avec Bastien Cochet. Donc elles ne sont pas, même si monsieur le maire a raison de dire qu'il y a une énorme... hyper stressée, comme c'est pas possible. Pour les habitants de la rue de Tivoli, la nuit a été éprouvante et la matinée, synonyme d'évacuation. Une trentaine d'immeubles dans le périmètre de l'effondrement ont été vidés par mesure de sécurité par les pompiers. Les habitants ont dû faire vite. On nous a juste dit qu'il fallait qu'on quitte l'immeuble, on ne sait pas combien de temps. J'ai pris mes chats et puis j'ai pris mes enfants et je suis sortie à toute vitesse et c'est tout. Pris au dépourvu, les habitants de certains bâtiments ont pu rapidement passer chez eux pour récupérer quelques affaires, comme Benoît, qui était absent au moment des faits. Je suis retourné chez moi, j'ai constaté les dégâts, les fenêtres soufflées, un petit choc sur le moment parce que voilà, on se rend compte un peu de l'événement. Et puis on prend ses papiers, on prend son ordi quand on est freelance et qu'on bosse à domicile. On prend ce qu'on prend pour partir en week-end, mais là on ne sait pas jusque quand va durer le week-end, quoi. Les évacués ont été accueillis dans une école et un stade à proximité. Dans le quartier, voisins et commerçants redoutent d'apprendre de mauvaises nouvelles. On a un peu peur et on doute un peu. Ça fait peur. Et là, ce matin, je vous mens pas, j'ai des clients habituels que j'ai pas encore vus. Et là, on a parlé avec les vendeuses et franchement, ça fait peur. J'espère qu'il n'aurait rien arrivé, qu'il est le plus vite possible le bâtiment, mais je doute fort. Pour l'heure, les habitants ne savent pas quand ils pourront retrouver leur logement. Une cellule psychologique a été mise en place pour les prendre en charge. Vous voyez toujours ces images en direct avec l'intervention des secours, notamment cette grue qui est à l'œuvre pour bien comprendre. Au milieu de l'image, les deux immeubles qui se sont effondrés. Vous voyez ce bâtiment en rose sur la droite. Au milieu, il y avait deux bâtiments, le numéro 15 et le numéro 17, qui sont donc effondrés. On va écouter également le témoignage d'une habitante qui habite en face, au rez-de-chaussée, et qui a reçu des débris chez elle. Écoutez. Quand on a ouvert à 1h du matin, on ne savait plus où on était. Quand j'ai vu les encadrements de fenêtres tout cassés et la lourdeur des encadrements venus, les cendres, l'odeur. On avait un immeuble qui était juste au-dessus du plafond. Les trois immeubles, ils donnaient au niveau du toit de cet immeuble-là. On avait... Voilà. Et au milieu, il y avait les 17. Là, ils sont en train de faire quoi ? Et maintenant, on voit les immeubles de l'autre côté de Tivoli qu'on ne voyait pas. On est choqués. Depuis 1h du matin, on est choqués. On n'est pas arrivé à dormir et on pense aux victimes. Et, on ne se connaissait pas parce qu'on est de l'autre côté de la rue, mais... On les voyait, quand surtout l'été, on les voyait étendre le linge et tout. Et là, encore, l'immeuble à 1h du matin était allumé. Il n'y a plus rien. Et pour bien se rendre compte de comment c'est organisé sur place, se rendre compte de la catastrophe qui s'est déroulée donc dans cette rue de Tivoli à Marseille, regardez ces images. Donc sur la gauche, ce sont les images avant l'effondrement. Vous voyez bien ces deux immeubles qui ont disparu. Cet immeuble jaune un peu haut sur 5 étages qui était le numéro 15. À sa gauche, un immeuble de 4 étages qui était le numéro 17 qui se sont donc effondrés. Le 17 en premier, le 15 ensuite quasiment intégralement qui s'est effondré dans la matinée ensuite. Et donc, sur la droite, les images en direct actuellement, donc dans ce cratère qui a été créé donc à la suite de cet effondrement, de ces effondrements de bâtiments et sur lesquels les pompiers interviennent à l'heure actuelle. On va avoir un peu plus d'explications avec vous, Marie Debé. Vous êtes sur place également à Marseille, en hauteur légèrement par rapport à cette scène que l'on voit actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous décrire des opérations menées sur place actuellement ?
Alors oui, je suis juste en face des lieux du sinistre. Vous pouvez le voir devant vous, un trou béant où se trouvaient les 17 et 15 de la rue Tivoli. On peut voir que le feu est toujours en cours. La fumée très dense s'échappe des débris. L'engin de chantier est toujours à l'œuvre et les marins-pompiers sont postés aux fenêtres de l'immeuble d'en face. Ils sont masqués parce que, comme on peut s'en douter, les fumées sont très incommodantes. D'ailleurs, d'où je me trouve, à une trentaine de mètres à vol d'oiseau du sinistre, on peut sentir de très fortes odeurs de brûlés. Et pour vous expliquer ce que j'ai devant les yeux, on peut voir sur la gauche le bâtiment numéro 19 de la rue Tivoli qui lui tient encore debout. Et il est possible de distinguer des vestiges de l'appartement comme un rideau rouge qui se distingue à travers la fumée. Ce rideau est tout ce qu'il reste d'un salon selon les riverains, des riverains chez qui je me trouve et qui ont été réveillés par le bruit d'une explosion. Ils ont pu assister à l'effondrement du deuxième immeuble ce matin. Ils sont donc, comme vous pouvez l'imaginer, sous le choc et préoccupés par le bilan humain qu'ils imaginent d'ores et déjà lourd. Merci beaucoup Marie Debé. Une information du ministère du Logement qui nous indique qu'un total de 179 personnes ont été évacuées de leur logement à Marseille. Rapidement, Eric Zipper, ces opérations des secours, elles peuvent prendre combien de temps ? Elles peuvent prendre. En fait, ça va vraiment dépendre du temps qu'il va falloir pour être maître de cet incendie et pouvoir progresser correctement. À partir du moment où les équipes cynophiles vont pouvoir s'engager, que des appareils d'écoute vont pouvoir être mis en place, le travail va pouvoir se faire. La grue est déjà sur place, enfin un certain nombre d'appareils de levage vont pouvoir aussi aider. Donc il va y avoir vraiment une première phase qui va être de localiser les éventuels survivants et puis ensuite de dégager tout ce qu'il y a à dégager pour pouvoir les rejoindre le plus vite possible. Merci beaucoup Eric Zipper de nous avoir apporté votre expertise, président de l'ONG Corps Mondial de Secours. On rappelle que vous êtes intervenu récemment en Turquie pour les séismes récents. On en vient à présent à cette actualité. En bref, une avalanche qui a fait 4 morts et plusieurs blessés dans les Alpes. Une information communiquée cet après-midi par Gérald Darmanin. Un accident qui s'est produit en milieu de journée au Contamine-Montjoie sur le glacier d'Armancet. Le bilan de cette avalanche en Haute-Savoie est encore provisoire et le ministre déclare que les secours sont toujours à l'œuvre en adressant ses pensées pour les victimes et les proches. L'hélicoptère de la sécurité civile et celui de la gendarmerie ont aussi été activés ainsi que des chiens dédiés aux recherches dans les avalanches. Voilà pour ce que l'on sait à l'heure actuelle de ce sinistre dans les Alpes. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous retournerons à Marseille où les secours sont toujours à l'œuvre pour tenter d'éteindre ces fumées et puis également pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. On le rappelle, cet immeuble qui s'est effondré à minuit 40 dans le 5e arrondissement de Marseille, au 17 rue de Tivoli. 179 personnes ont été évacuées, on l'a appris il y a quelques instants, par le ministère du Logement. A tout de suite. Il est top cet aspirateur. 69,98 € chez Electrodépôt. Ah t'as vu? Il y a même des LED. 69,98 € pour cet aspirateur balai Valbert Cyclonic S3 avec 40 minutes d'autonomie et une note client de 4,3 sur 5. 4,3 sur 5. Profitez-en dès maintenant en magasin ou sur electrodépôt.fr. En ce moment, la BMW Série 2 Active Tourer est à partir de 490 € par mois sans aucun apport. Disponible également en hybride rechargeable. Pour l'anniversaire de son neveu, François a trouvé le cadeau parfait qu'il a franchi en ligne. Puis il le dépose simplement dans sa boîte aux lettres. Envoyez vos colis depuis chez vous. Ça aussi, vous pouvez le faire sur laposte.fr. On était coincés en plein milieu d'une méga grosse tempête. Et là, on a commencé à ramasser des tonnes de déchets. Oh, le mytho. Max, à table! Maxou! Et n'oublie pas de nous aider à replanter des arbres, s'il te plaît. Avec mon programme pour agir, en réduisant votre consommation d'énergie au quotidien, vous contribuez aussi à soutenir des actions plus responsables. Merci à nos clients qui ont économisé l'équivalent d'1 mois de consommation électrique d'une ville de 130 000 habitants. Vous aussi, rejoignez mon programme pour agir. J'agis avec Engie.
Alors maman, ça fait 1 mois que t'as commencé Comme J'aime, ça donne quoi? Ah bah je suis super contente, j'ai perdu 4 kilos et une taille de vêtements. Je suis passée du 46 au 44. Regarde, je voudrais mettre un 40 dans 2 mois. Je suis fier de toi, je suis certain que tu vas y arriver. Ça va le faire, c'est super facile. Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Merci Robin de m'avoir motivée. Alors si vous aussi voulez faire comme Viviane, rendez-vous sur le site commej'aime.fr. Commej'aime.fr pour faire votre devis. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Quando in notte ha più voci, ha più luci di Broadway, dolce strada. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. Cofidis présente préjugé numéro 26. Les hommes ne supportent pas la douleur. Oula! Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est une mensualité de 150 € pour un prêt de 8 000 €. Le crédit qui fait la différence. Parier, ça peut être sur un buteur, sur un nombre de buts marqués, ou peut-être sur 0 but encaissé. Parier, ce n'est jamais sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est jamais avant 18 ans. Parions Sport, partenaire premium du Paris Saint-Germain. Comment tu te sens? Pas bien du tout. J'ai besoin d'aide. J'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Dans mon domaine, c'est mieux de ne pas avoir trop de proches. À mon avis, tu devrais t'asseoir. L'ennemi est omniprésent. Kiefer Sutherland dans Rabbit Hole, la nouvelle série exclusivement sur Paramount+. Deuxième avis, tu fais quoi là? Je consulte les astres. Oui, parce que le médecin m'a dit de me faire opérer, mais pardon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même. Et alors ils te disent quoi les astres? Bah d'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil. Avec Aesio Mutuel et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. 2023, naissance de la centrale photovoltaïque du futur Thomson. Aujourd'hui installée chez vous par Groupe Verlaine. La centrale de 3 kg à 9 900 €, garantie 25 ans. Et pour 1 € de plus, bénéficiez d'une borne de recharge pour voiture électrique. Rendez-vous sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Parce que votre chat fait partie de la famille, assurez-le. SantéVet, l'assurance qui rembourse les frais vétérinaires. Faites un devis gratuit sur santévet.com. Réveillez-vous en douceur. Profitez d'un moment de fraîcheur et d'un seul geste, contrôlez toute votre maison. Avec Somfy, passez à des solutions connectées contribuant au respect de l'environnement. Make the move. Somfy. Oya conçoit des verres correcteurs innovants pour mieux voir et apporter des solutions à toute la famille. Oya est là pour Lucie, avec le verre Mio Smart qui freine la myopie de 60%. Oya est là pour son grand-père, avec des verres solaires adaptés à sa vue. Oya est là aussi pour son papa, avec des verres progressifs qui lui permettent de voir de près comme de loin dans les moindres détails. Pour tous ces moments de vie, Oya est là et développe des technologies innovantes au service de vos yeux. Oya innove pour la vision. Dispositif médical. Pourquoi attendre demain un monde plus responsable quand on peut agir dès aujourd'hui? En 2 ans, 41 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance auto plus responsable. Maïf, assureur militant.
Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV, édition spéciale qui se poursuit. L'après-midi info largement consacrée à cet effondrement d'un immeuble cette nuit dans le centre de Marseille, au 17 rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement. Nous sommes dans le plein centre de Marseille. Le drame s'est produit à minuit 40. Il y a eu une explosion, puis l'immeuble s'est effondré, emportant avec lui une partie des 2 immeubles voisins. Selon Gérald Darmanin, il y a entre 4 et une dizaine de personnes sous les décombres. 179 personnes ont dû être évacuées, nous indiquait le ministère du Logement. Le maire de Marseille, Benoît Payan, craint que le bilan soit très lourd. Un incendie est toujours en cours. Vous voyez cette épaisse fumée, les secours qui sont toujours à l'œuvre. Plus de 100 marins-pompiers qui sont mobilisés. Il y a des opérations complexes que l'on suit évidemment encore tout cet après-midi avec vous sur cette antenne et avec nos reporters sur place. Samy Sfaxi, vous êtes rue de Tivoli pour BFM TV. Quelle est à l'heure actuelle la situation? Où en sont les recherches derrière vous? Écoutez, les opérations, elles sont toujours en cours. En fait, vous l'avez vu sur votre image, cette énorme grue qui a commencé à en tout cas à entrevoir, en tout cas déblayer une partie des gravats. Elle a soulevé aussi quelques véhicules pour laisser l'accès aux marins-pompiers qui sont sur place. Justement, ces marins-pompiers, eh bien, vous savez, il y a des rotations en fait, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils sont à pied d'œuvre cette nuit depuis 1h du matin. Donc, ils sont relayés par d'autres marins-pompiers et appuyés aussi par le SDIS des Bouches-du-Rhône. Mais tout à l'heure, on a rencontré le commandant Guy qui a fait une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Il donne quelques précisions. On est toujours sur une opération de longue durée. Là, actuellement, on a plusieurs actions concomitantes. Une première action, évidemment, de recherche de victimes. Donc, c'est pour ça qu'on y va méticuleusement. Actuellement, on a des équipes qui fouillent, je dirais, chaque partie de gravat. Une grue, une fois que les zones de gravat ont été, on a vraiment la certitude qu'il y a personne à l'intérieur, sont enlevés par une grue et sont évacués par des bennes, et ainsi de suite. Donc en parlant, on identifie des zones sur lesquelles on peut évacuer avec un camion grue l'ensemble, je dirais, des gravats. On a un dispositif, on a un peu plus de 100 pompiers, on a exactement 105 pompiers, on a 38 véhicules qui sont engagés sur cette opération. Et là, on est sur une opération au long cours. En gros, on fait des relèves régulières de nos personnels, simplement vis-à-vis de leurs états de fatigue, pour qu'ils puissent être engagés en toute sécurité. Et alors, il y a quelques minutes, on a vu, eh bien, vous savez, cette équipe cynophile, en tout cas, un chien qui faisait partie de l'équipe de recherche, mais qui n'est pas parti sur le site là où, eh bien, l'immeuble s'est effondré, sans doute parce que, eh bien, ce n'est toujours pas possible, c'est toujours pas accessible pour les équipes cynophiles. Mais c'est vrai qu'ici, eh bien, la situation, elle est toujours critique. Vous savez, il y a ces personnes. Gérald Darmanin a parlé de 4 à 10 personnes. Les informations sont assez floues autour de cette question, mais les opérations, elles sont toujours en cours. On a revu tout à l'heure une nouvelle brigade de pompiers qui est repartie, qui est rééquipée, qui s'est rééquipée, qui a remis leur casque, leur cagoule inufugée pour repartir, eh bien, tenter d'éteindre cet incendie qui est toujours en cours. Merci beaucoup Samy Sfaxi. Vous restez bien sûr avec nous. On va revenir dans un instant avec vous. Vous êtes avec Gaëtan Malaquin, lieutenant Éric Gully. On voit cette image. On a vu cette image qui témoigne de l'état de ce qu'il reste des immeubles aux alentours. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'il est en train de se passer. On voit l'image, regardez. Opération conjointe et coordonnée des secours. À la fois, il faut éteindre cette fumée. On voit d'ailleurs ce pompier qui arrive ici au balcon, qui depuis tout à l'heure tente avec une lance d'éteindre les fumées. Et puis, plus bas, il y a l'intervention dans les gravats. Alors effectivement, vous avez plusieurs actions conjointes. Alors on n'éteint pas les fumées, on essaye d'atteindre les foyers qui ne sont pas accessibles à l'heure actuelle, bien évidemment, parce qu'ils sont sous les décombres. Donc il est difficile de pouvoir atteindre ces foyers. Et en parallèle, vous avez des équipes, des USAR, des Urban Search and Rescue, qui sont des équipes de sauvetage déblaiement, qui vont sélectionner les débris que vous voyez pour être sûr qu'il n'y a personne. Et vous avez l'engin de chantier qui vient retirer ces matériaux. Et en fait, vous allez poursuivre ces opérations à chaque fois pour arriver à trouver ces poches de survie et les éventuels survivants. Et les chiens qui, à l'heure actuelle, ne peuvent malheureusement pas encore accéder aux décombres de par les fumées, qui sont évidemment dangereuses pour eux, mais qui travaillent sur les bâtiments autour pour faire des levées de doute du fait des autres effondrements. Alors on va voir en effet quel était l'état de cet immeuble, de ces immeubles aux alentours qui se sont effondrés. Pourquoi on en est arrivé là? Puisque la question éventuellement de la vétusté se pose. Ce n'est pas le cas a priori dans ce quartier. Écoutez en tout cas la réponse de Patrick Amico, adjoint au maire de Marseille en charge de la politique du logement et de la lutte contre l'habitat indigne.
Ces immeubles ne posaient aucun problème particulier. Ils n'avaient fait l'objet d'aucun signalement. Nous étions dans des immeubles qui n'avaient jamais fait l'objet de problèmes particuliers, ni d'arrêtés de mise en sécurité, ni d'autres procédures sur une éventuelle insalubrité ou autre. Donc on était vraiment dans des immeubles qui n'avaient fait l'objet vraiment d'aucun problème et qui n'étaient absolument pas signalés comme tels. Les seules informations qu'on a, c'est que vers minuit 40, il y a eu une énorme déflagration qui s'est produite dans cet immeuble. L'enquête dira s'il s'agit du gaz ou pas, mais bon, on peut effectivement supposer que cette explosion aurait pu provenir d'une fuite de gaz qui se serait produite pendant la nuit et qui aurait fait une poche qui aurait explosé à ce moment-là. Mais pour l'instant, je vous dis, vous avez vu les images du site, c'est extrêmement difficile d'intervenir compte tenu de l'incendie qu'il y a dans les décombres même. Donc il s'agit de dégager et je crois que de toute façon l'enquête nous dira plus précisément de quoi il s'agissait. Mais effectivement tout est parti d'une très violente explosion dans le numéro 15 de la rue de Tivoli. On va rejoindre Samy Sfaxi qui est rue de Tivoli pour BFM TV en plein cœur de Marseille. Les riverains évidemment, Samy, sont sous le choc. Ils vont peut-être tenter d'intervenir pour la première fois sur le lieu du drame, puisque depuis minuit 40... Samy Sfaxi, est-ce que vous nous entendez, Samy? Je le disais, les riverains évidemment sont sous le choc. Je vous entends et en fait... je vous entends juste, il y a cette image qui est importante en fait, c'était les brigades cynophiles qui viennent tout juste de traverser cette rue Abbé de l'Épée pour retrouver la rue de Tivoli. C'était une image importante parce que ces équipes, elles sont attendues pour aller justement tenter de repérer les éventuels survivants qui sont sous les gravats. Donc vous l'avez vu en direct, cette équipe cynophile qui est partie il y a quelques secondes. Mais oui, c'est vrai que les riverains, ils sont tout autour de ce quartier et ils sont bien sûr extrêmement choqués par ce qui s'est passé. Certains connaissaient en tout cas beaucoup de personnes qui vivaient dans cette rue. Ils tentent d'obtenir des nouvelles de certains proches. Tout à l'heure, il y avait Aïda qui était avec moi. Vous savez, elle habite à l'Angle, Aïda, et elle a été bouleversée par ce qui s'est passé. Elle était dans son appartement quand il y a eu cette énorme détonation et depuis ce matin, Aïda, elle tente d'aller par exemple donner du café aux différents marins-pompiers. Elle essaye d'apporter un peu sa pierre à l'édifice. Elle essaye d'apporter un peu de réconfort à ceux qui travaillent d'arrache-pied depuis le début de la nuit. En tout cas, voilà, les riverains ici, bien sûr, qui sont choqués. On les comprend, c'est bien normal. Tant la scène qui est juste derrière est particulièrement choquante, vous l'imaginez. Merci Samy Sfaxi. Avec Gaëtan Malaquin en direct de Marseille, des habitants, des riverains choqués. 179 personnes évacuées également selon le ministère du Logement de ces bâtiments donc alentours. On va revenir sur ce qu'il s'est passé il y a maintenant plus de 15 heures. C'était aux alentours de minuit 40 cette nuit, un immeuble de 4 étages. Vous le voyez dans ce cratère, sur ces images en direct, plutôt du côté gauche de l'image, un immeuble de 4 étages effondré au pire moment de la nuit, pendant que ses habitants y dormaient. Le bilan, pour l'instant, n'est pas connu. Il sera précisé probablement plus tard, mais on sait qu'il y a au moins 5 blessés légers en urgence relative. Selon le maire Benoît Payan, le maire de Marseille, il faut se préparer en tout cas à un bilan difficile. Camille Plaisant. En plein centre de Marseille, au milieu de la nuit, les habitants sont réveillés par un bruit sourd et des secousses. On entend un gros bruit, on ne sait pas ce que c'est. C'est une fois qu'on est bien réveillé qu'on constate les dégâts. On croyait que c'était au-dessus, qu'il y avait, je sais pas. Et après on a regardé un immeuble qui s'est effondré sur 4 étages. D'un coup j'entends un gros boom, je pensais que c'était quoi? C'était un balcon qui s'est écroulé sur une voiture, j'ai rien compris. Du coup je vois une avalanche de personnes s'affoler dans la rue. Il est environ minuit 40 lorsqu'un immeuble de 4 étages de la rue de Tivoli s'effondre au numéro 17. Les habitants choqués assistent impuissants aux évacuations. Donc j'ai appelé les pompiers et là j'ai vu les éboulis et l'immeuble qui s'est effondré. Donc je vous avoue, je suis un peu choquée là. Au total, ce sont près de 100 marins-pompiers mobilisés pour essayer d'éteindre le feu qui couve toujours sous les décombres et qui empêche les pompiers de progresser. Un travail compliqué. Nous essayons de noyer l'incendie tout en préservant la vie d'éventuelles victimes qui se trouveraient sous les décombres. Et donc c'était une opération extrêmement délicate de jouer à la fois sur le déblayage et la lutte contre l'incendie. Nous essayons d'accélérer le mouvement parce que le temps compte dans cette opération.
Des heures après l'explosion, de la fumée se dégage toujours. Sur cette image, un pompier verse de l'eau depuis le haut d'un immeuble en face pour appuyer le travail des marins-pompiers au sol. Voici ce à quoi ressemblait l'immeuble il y a 3 ans. L'effondrement de l'immeuble situé au numéro 17 de la rue de Tivoli a entraîné dans sa chute un autre immeuble situé au numéro 15. Celui du numéro 19, lui, reste très fragilisé. Tout le travail que nous avions accompli depuis 1h du matin est à refaire. Et donc ça ralentit un petit peu nos opérations. Ce qui est plutôt favorable, c'est que les appartements du numéro 15 et 19 ont été très rapidement évacués de leurs occupants, notamment en utilisant un moyen aérien, une échelle qui a permis de récupérer 8 personnes qui s'étaient réfugiées sur un balcon. Que s'est-il passé la nuit dernière? Quelles sont les causes exactes de l'effondrement de cet immeuble de la rue de Tivoli? Les autorités restent prudentes. Comprenez bien qu'on est quelques heures après une déflagration terrible, après un effondrement, et qu'on ne peut pas tirer de conclusions aussi simples que ça. De la même manière que je ne souhaite pas qu'on puisse avoir publiquement accès au lieu. Il y a sous ces décombres, probablement, des femmes et des hommes, et certainement des victimes, et il faut s'y préparer. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour blessure involontaire. Vous voyez toujours ces images en direct avec notamment cette grue qui est en train d'intervenir pour bien que vous compreniez ce qui s'est passé. Les 2 immeubles qui se sont effondrés, ils étaient à la gauche de cet immeuble ocre rose que vous voyez à droite de l'image et il ne reste donc que des gravats. Gérald Darmanin s'est rendu sur place tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur. Selon lui, il y a entre 4 et une dizaine de personnes sous les décombres. J'appelle bien évidemment toutes les personnes qui auraient des informations à contacter la préfecture, à contacter la mairie pour dire effectivement qui serait dans ce ou dans ces immeubles. À notre connaissance, il y a donc une dizaine de personnes qui auraient pu être habiter cet immeuble au moment de 7h du matin. Et on n'a pas davantage évidemment d'informations. C'est pour ça que je me suis dit j'ai 4 personnes qui apparaissent être dans cet immeuble de façon certaine. On ne sait pas si elles sont vivantes ou si elles sont décédées. Il y a des caves, on peut imaginer qu'elles aient pu aussi échapper à une partie de l'incendie, en tout cas nous l'espérons. Et puis il y a un maximum de personnes, c'est pour ça qu'on pense à une dizaine, qui pourraient être là, mais on n'a pas la confirmation. Encore une fois, c'est une façon de dire à la mairie, à la préfecture, si vous avez des informations, de les donner au service de l'État et des marins-pompiers. Lieutenant Gully, ces opérations de recherche, de déblaiement, elles sont en cours depuis quasiment 16 heures maintenant. Elles vont encore durer très longtemps. On a entendu tout à l'heure le commandant Guy dire que ça pouvait durer plusieurs jours parce qu'il faut retrouver tous les survivants possibles. Et il va y avoir des nuits entre-temps. Comment ça se déroule, ces opérations de recherche de déblaiement pendant la nuit, par exemple? En fait, il n'y aura pas d'interruption, bien évidemment. Donc, ça sera juste de l'adaptation. Il y aura du matériel comme des lots d'éclairage qui viendront sur le site de façon à éclairer la zone de chantier. Mais les secours ne s'arrêteront absolument pas. Ils se poursuivront même au cours de la nuit. C'est-à-dire que jusqu'au dernier caillou, jusqu'à la dernière pierre, on continuera de tenter de retrouver une personne sous les décombres. C'est tout à fait ça. Monsieur le ministre de l'Intérieur nous donnait l'information qu'il pouvait y avoir entre 4 et 10 personnes. Donc on n'a pas d'assurance quant au nombre réel de victimes. Donc la mission pour les moyens qui sont sur place, c'est d'aller jusqu'au bout du moindre mètre carré de décombres pour être sûr que nous ne laissons personne. Alors, on voit toujours ces images en direct de ce cratère formé par l'effondrement de l'immeuble du numéro 17 de la rue de Tivoli, puis du numéro 15 dans la matinée. Des scènes qui ont choqué évidemment les habitants de Marseille, les riverains, les voisins de ces immeubles qui se sont réveillés sous le choc. Bouleversés, écoutez cet habitant notamment qui nous raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il s'est passé ensuite pour lui. On l'écoute au micro de Manon Moujica. Alors moi j'habite à 25 mètres et on était avec des amis sur le boulevard Chave à 300-400 mètres. On a senti effectivement une détonation et donc on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de grave. Et après c'est au fur et à mesure, les gens ont commencé à sortir. Sur Twitter on a commencé à savoir où c'était exactement. Et voilà, donc moi en cherchant à revenir chez moi dans la nuit, j'ai été bloqué par un cordon de police qui nous permettait pas l'accès. Donc je suis allé dormir chez des proches et en revenant ce matin, on a pu accéder en nous disant qu'effectivement on allait être évacué. Je suis retourné chez moi, j'ai constaté les dégâts, les fenêtres
fenêtre soufflée, un petit choc sur le moment parce que voilà, on se rend compte un peu de l'événement. Et puis on prend ses papiers, on prend son ordi quand on est freelance et qu'on bosse à domicile. On prend voilà, on prend ce qu'on prend pour partir en week-end, mais là on ne sait pas jusque quand va durer le week-end, quoi. Donc je comprends, c'est des mesures de sécurité pour vérifier les bâtiments. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Les pompiers, la police ne nous dit pas grand-chose, mais c'est parce que je pense que c'est pas habituel. Le protocole est lancé, on verra. La procureure de la République de Marseille s'exprimera. Alors, dans un point presse, ce sera à 18h à suivre en direct, bien sûr, sur BFM TV. Jean-Baptiste Boursier sera en direct depuis Marseille également à partir de 18h. Dominique, une enquête a été ouverte pour blessure involontaire. Que va-t-il se passer désormais ? Alors l'enquête, elle va prospérer. C'est une enquête ouverte par le parquet qui va ouvrir une information judiciaire, qui va désigner un ou des juges d'instruction. Et puis on va chercher des responsabilités à partir de tous les éléments d'enquête qui vont être apportés par la police judiciaire, l'analyse, l'observation, les expertises sur la scène de l'effondrement de cet immeuble. Des responsabilités seront pointées par l'instruction qui dira s'il s'agit d'un accident. Ça peut être un glissement de terrain, ça peut être une fuite de gaz. Si fuite de gaz, qui en est responsable? Est-ce que c'est un mauvais entretien? Est-ce que c'est quelqu'un qui a laissé dans l'immeuble le gaz ouvert? Auquel cas, ce sera la responsabilité de cette personne qui sera mise en cause, si cette personne vit encore. Et il va y avoir comme ça tout un tas d'éléments qui vont permettre à un moment peut-être de faire évoluer la qualification. Pour l'instant, je me souviens plus qu'est-ce qu'on a dit. Blessure involontaire. Blessure involontaire. Ouais. Donc ça peut évoluer. Ça peut évoluer de blessure involontaire en mise en danger d'autrui. Si fuite de gaz qui peut être celle d'un particulier, ou alors dû à un mauvais entretien de l'immeuble. Également. Ça peut évoluer en homicide involontaire également. Ça peut évoluer en homicide involontaire, absolument. Mais ça peut être une fuite de gaz qui serait due à un mauvais entretien par le syndic de l'immeuble ou le syndic de l'immeuble qui serait responsable du mauvais entretien de... Alors pardon, tout ça ce sont des hypothèses et des hypothèses, mais voilà, à un moment, il faut pointer les responsabilités et puis il faut indemniser les personnes qui ont eu à mourir ou à souffrir dans l'effondrement de cet immeuble. Ceux qui ont eu à souffrir, ce sont des blessés. Ce sont aussi des familles, des personnes qui peuvent décéder. Ce sont des familles, des personnes qui peuvent être impactés sans forcément être décédés. Il y aura aussi des gens qui habitent à côté qui vont subir un traumatisme psychologique. On l'a vu dans tout un tas d'histoires dramatiques, les attentats dont on a beaucoup parlé, et pas seulement, des scènes traumatisantes. Donc il y a une échelle de valeurs qui est établie par des psychologues experts auprès des tribunaux qui vont dire cette personne a eu à souffrir, a été impactée par ce qu'il s'est passé, et elle sera indemnisée au titre de victime. Alexis Cuvillier, alors on a vu tout à l'heure ce périmètre insécurisé autour de la rue de Tivoli. Gérald Darmanin, qui était en visite ce matin sur place, a annoncé qu'une trentaine d'immeubles avaient été évacués. Ça concerne combien de personnes actuellement et comment sont-elles mises en sécurité? Comment on les prend en charge? Alors, un chiffre actualisé nous a été communiqué il y a quelques minutes par l'entourage du ministre du Logement, Olivier Klein. Ce chiffre fait état de 179 personnes évacuées. C'est un chiffre assez important qui n'avait pas encore été mis à jour, qui a été évidemment établi avec la municipalité et les différents représentants sur place qui sont en charge de ces mises sous protection de ces personnes qui ont dû être évacuées de leur logement dans un périmètre qui est relativement large autour de l'immeuble touché rue de Tivoli. De ce secteur, selon différents témoignages que l'on peut entendre à l'antenne depuis ce matin, dans ce secteur, il n'y avait pas de soupçon avéré d'insalubrité. Ça, c'est une information importante qui semble être confirmée, qui fait que ce drame de la
la rue de Tivoli est extrêmement différent de ce qui avait pu se passer il y a 5 ans, en 2018, la rue d'Aubagne. Vous savez que beaucoup de riverains, beaucoup de Marseillais sur notre antenne depuis ce matin se remémorent évidemment ce drame qui avait fait traumatisme pour les 8 morts, qui a été, vous avez raison, un traumatisme pour la population marseillaise, mais où là, très rapidement, la question de l'insalubrité des immeubles touchés avait été mise en avant, à tel point que la mairie de Marseille, à l'époque dirigée par le gaulliste Jean-Claude Gaudin, avait dû ensuite reconnaître que, eh bien, il y avait dans certains secteurs de la ville, la municipalité avait tardé à prendre en charge ce problème, ce fléau de l'insalubrité et du mal logement. 6000 logements indignes avaient été recensés à l'époque dans le cadre d'un audit qui avait été demandé par le Premier ministre. À ce moment-là, c'était Édouard Philippe. Emmanuel Macron s'est exprimé également sur Twitter. Je pense aux personnes touchées et à leurs proches. Les recherches se poursuivent avec d'importants moyens déployés. Merci aux pompiers et aux secours mobilisés. On va retourner rue de Tivoli pour rejoindre Marie Debé. Marie, vous êtes légèrement en hauteur. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette intervention sous vos yeux? Border Collie. Alors oui, de là où je suis, il est possible de voir le grand vide qu'ont laissé les immeubles 17 et 15 de la rue Tivoli. Un engin de chantier tente de ramasser les débris laissés cette nuit et ce matin lors des effondrements. Plus haut, les marins-pompiers sont postés aux fenêtres de l'immeuble juste en face. Ils portent des masques car comme vous pouvez le voir, la fumée est épaisse et tenace. On distingue à travers le voile blanc des jets d'eau projetés du haut d'un balcon par les marins-pompiers. L'un d'entre eux à gauche est d'ailleurs placé juste à côté de la lance, prêt à intervenir. La fumée, elle, qui quelquefois nous laisse entrevoir les gravats à terre, se déplace. Il est possible de la sentir jusque dans l'appartement où je me trouve, à environ 30 mètres à vol d'oiseau des lieux du sinistre. Les habitants qui sont avec moi ont pu assister à l'effondrement du numéro 15 de la rue Tivoli. Ils sont, comme vous pouvez l'imaginer, encore sous le choc et sont inquiets du lourd bilan humain qu'ils imaginent déjà. Merci beaucoup pour ces précisions, Marie Debé. On va commenter ces images que l'on voit en direct avec vous, lieutenant Gully. Alors, c'est caché derrière cet immeuble. On a vu la queue d'un chien passer à plusieurs reprises. On voit un pompier également à ses côtés. C'est la brigade cynophile? Alors, vous avez une équipe cynotechnique qui est probablement soit du SDIS-13, soit des marins-pompiers de Marseille, qui est effectivement actuellement en recherche avec un border collie, et qui donc va parcourir les décombres en espérant que le chien puisse marquer une zone qui permettra ensuite aux équipes de sauvetage d'éblément de pouvoir commencer des opérations d'évacuation des matériaux. Ces équipes, elles ont mis un petit peu de temps à intervenir, ces équipes cynophiles. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lancer entre guillemets des chiens tant qu'il y a un incendie qui est en cours. Tout à fait. Nos sapeurs-pompiers sont équipés d'aéries qui les protègent des fumées. Bien évidemment, les chiens ne peuvent pas l'être. Et bien évidemment, ils seraient tout aussi incommodés par les fumées dans leur travail. Merci beaucoup. On reviendra évidemment sur cette actualité tout au long de l'après-midi. On vous rappelle que donc la procureure de Marseille fera un point presse aux alentours de 18h à suivre en direct sur notre antenne. On en vient également à cette autre actualité du jour, cette avalanche qui a fait 4 morts et plusieurs blessés dans les Alpes. Information communiquée par Gérald Darmanin. Un accident qui s'est produit en milieu de journée au Contamine-Montjoie sur le glacier d'Armancette. Un bilan encore provisoire, déclare le ministre de l'Intérieur, qui ajoute que les secours sont toujours à l'œuvre en adressant ses pensées pour les victimes et les proches. L'hélicoptère de la sécurité civile et celui de la gendarmerie ont aussi été activés, ainsi que des chiens dédiés spécialement aux recherches dans les avalanches. Et vous le voyez, vous allez voir peut-être Emmanuel Macron également sur Twitter a tenu à adresser ses pensées aux victimes et aux forces de secours. Voilà pour les réactions politiques donc à la suite de ce drame dans les Alpes. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous retournerons à Marseille pour suivre bien sûr l'intervention des secours qui se poursuit avec notamment, on le disait, des équipes cynophiles qui sont également engagées avec la crainte sur place d'un lourd bilan après l'effondrement de ces immeubles rue de Tivoli en plein centre de Marseille. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre rendez-vous avec Neoma Business School, des programmes de formation continue recommandés par 98% des participants.
2023, naissance de la centrale photovoltaïque du futur Thomson. Aujourd'hui installée chez vous par Groupe Verlaine. La centrale de 3 kg à 9 900 €, garantie 25 ans. Et pour 1 € de plus, bénéficiez d'une borne de recharge pour voiture électrique. Rendez-vous sur groupeverlaine.com. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Inspirez. Expirez. Redressez la tête. Relâchez les épaules. Ici, le silence vous enveloppe. Ici, vous vous sentez tout simplement bien. Citroën C5X hybride rechargeable. Réservez dès maintenant votre essai exclusif sur citroën.fr. Morbihan, l'esprit sud de la Bretagne. Réservez vos vacances sur morbihan.com. Prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger? Non, un double cheese. Pour tous les amateurs du double cheese, découvrez la nouvelle recette au comté AOP dans tous les restaurants McDonald's. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important, .fr. Morbihan, l'esprit sud de la Bretagne. Réservez vos vacances sur morbihan.com. Oya conçoit des verres correcteurs innovants pour mieux voir et apporter des solutions à toute la famille. Oya est là pour Lucie, avec le verre Mio Smart qui freine la myopie de 60%. Oya est là pour son grand-père, avec des verres solaires adaptés à sa vue. Oya est là aussi pour son papa, avec des verres progressifs qui lui permettent de voir de près comme de loin dans les moindres détails. Pour tous ces moments de vie, Oya est là et développe des technologies innovantes au service de vos yeux. Oya innove pour la vision. Dispositif médical. Et si vous preniez soin de vous autrement? Découvrez Maïeva, l'unique abonnement de beauté personnalisé. Réalisez votre diagnostic de peau et de votre environnement. Recevez les meilleurs soins faits pour vous. Profitez d'avantages et de services exclusifs. Vous êtes accompagnée, guidée et créatrice de votre expérience. Maïeva, on s'occupe de tout, on s'occupe de vous. Maman, c'est quoi ces grands ventilateurs? Ce sont des éoliennes, ma chérie. Ça sert à faire de l'électricité avec du vent. D'ailleurs, si elles sont là, c'est un petit peu grâce à moi. Tu vois le terrain de basket, là? S'il est là, c'est aussi un peu grâce à moi. Et l'usine, là, si elle est là, c'est aussi grâce à moi. C'est comme ton école. Ouais, ben pour l'école, t'étais pas obligé. Hein. Bon, allez, bisous. Être client Caisse d'épargne, c'est choisir une banque régionale qui réinvestit votre épargne là où vous vivez. Caisse d'épargne, vous être utile. Broadway. En 2023, Fiat étend le bonus écologique de 7 000 € à tous. Profitez de nouvelles Fiat 500 dès 129 € par mois sans condition de reprise. On y va pour la visite? Ça va? Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Century 21. Alors les petites crevettes, on dégonfle les pneus de 30%? Non, les prix. Quoi? Mais vous êtes déjantés! Toujours aussi marteau ce requin. Pas vrai. On n'est pas dégonflé chez Feu Vert. En ce moment, 30% de remise immédiate sur le deuxième pneu Continental. Devis et rendez-vous en ligne sur feuvert.fr. Oliver Wilson, votre vol Icelandair pour New York est sur le point de décoller. Oliver Wilson. Oliver! Oliver? Voilà. Oliver Wilson, votre vol va partir. Alors, êtes-vous content d'aller à New York? Pourquoi certaines choses nous attirent?
Peut-être parce qu'elle nous parle, plus que d'autres. Nouvelle Peugeot 408. Une allure magnétique qui attire les regards et qui captive les esprits. Une silhouette attractive sous tous les angles. Parce que ce qui nous attire vraiment parle avant tout à notre cœur. Nouvelle Peugeot 408. Allez-y, prenez une petite chaise. Vous avez pas eu mon petit mail? On a un petit souci là. Il manque un petit versement. Oui, bah oui. Heureusement, dans la vie, il n'y a pas que des petits soucis. Alors découvrez les petites formules et les petits duos. Et aussi les petits plaisirs à partir de 2,50 € chez McDonald's. Et hop, petit logo. À 16h30, la suite de notre édition spéciale de l'après-midi info consacrée à cet effondrement d'un immeuble à Marseille, rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement, en plein cœur de la ville, à mi-chemin entre le Vieux-Port et la gare Saint-Charles. À l'origine, une explosion entendue aux alentours d'1h-20 cette nuit, réduisant à l'état de ruine le numéro 17 de cette rue de Tivoli et emportant une partie des bâtiments adjacents, numéro 15 et 19. Le quartier est sécurisé depuis cette nuit, mais le maire de Marseille, Benoît Payan, a rapidement dit craindre un bilan difficile. À ses côtés, ce matin, Gérald Darmanin a annoncé que 4 à 10 personnes seraient encore sous les décombres. Et le ministère du Logement annonce désormais que 179 personnes ont été évacuées de leurs habitations. Voilà pour les dernières informations. Et ces images en direct de cette intervention qui se poursuit pour quelques 105 marins-pompiers de Marseille qui sont toujours donc en intervention avec quelques 38 véhicules pour essayer de trouver ces personnes sous les décombres donc de ces bâtiments qui se sont effondrés dans la matinée. On va réécouter le commandant Guy, qui est le commandant des opérations de secours pour les marins-pompiers de Marseille, qui a fait un point de situation tout à l'heure en direct sur BFM TV sur les différentes interventions que ces équipes sont en train de mener. On est toujours sur une opération de longue durée. Là, actuellement, on a plusieurs actions concomitantes. Une première action, évidemment, de recherche de victimes. Donc c'est pour ça qu'on y va méticuleusement. Actuellement, on a des équipes qui fouillent, je dirais, chaque partie de gravat. Une grue, une fois que les zones de gravat ont été, on a vraiment la certitude qu'il n'y a personne à l'intérieur, sont enlevées par une grue et sont évacuées par des bennes, et ainsi de suite. Donc en parlant, on identifie des zones sur lesquelles on peut évacuer avec un camion grue l'ensemble, je dirais, des gravats. Actuellement, on ne connaît pas les causes. L'enquête, je le dira plus tard. Pour l'instant, l'incendie, on a toujours de la fumée. On n'identifie pas exactement ce qui brûle, mais on a toujours de la fumée qui sort des décombres. Actuellement, on est en train de surveiller l'ensemble de la zone, notamment les bâtiments qui sont mitoyens à la zone où on travaille, parce qu'on n'est pas à l'abri quand on a encore des mouvements de ces structures qui sont quand même instables. Et donc, on a quand même une vigilance très particulière sur la sécurité de nos personnels. On a un dispositif, on a un peu plus de 100 pompiers, on a exactement 105 pompiers, on a 38 véhicules qui sont engagés sur cette opération. Et là, on est sur une opération au long cours. En gros, on fait des relèves régulières de nos personnels, simplement vis-à-vis de leurs états de fatigue, pour qu'ils puissent être engagés en toute sécurité. On considère qu'il y a toujours des personnes potentiellement qui peuvent être survivants, notamment dans des bulles à l'intérieur de la zone d'effondrement. Donc on va tout faire pour, aller graduellement pour essayer de retirer le plus rapidement les décombres, pour essayer le plus rapidement possible être au contact d'éventuelles victimes. Dès qu'un tas de gravats, on est sûr qu'il n'y a personne à l'intérieur où il n'y a pas de victimes, on retire ce tas de gravats à la grue et ainsi de suite. Après, on réengage nos personnels et c'est un roulement continu entre nos opérations avec nos personnels et la grue qui retire les gravats. Pas encore de bilan précis. Pour l'heure, on sait juste que 5 personnes sont légèrement blessées dans les immeubles adjacents. La procureure de la République de Marseille donnera un point presse un peu plus précis aux alentours de 18h. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne, évidemment. Pour l'heure, vous l'avez vu, les marins-pompiers sont donc toujours à l'œuvre. Antoine Forestier, vous êtes notre envoyé sur place, sur les lieux du drame. Alors, quelle est la situation que vous observez, notamment le dispositif toujours en place, à la fois pour la sécurité et pour retrouver ces personnes potentiellement sous les décombres? Il y a des moyens très importants qui ont été dépêchés sur place, que ce soit de la part des pompiers, des policiers. Le poste de commandement, il est situé juste ici. On sait qu'il y a 105 pompiers mobilisés, une centaine de policiers nationaux, notamment des CRS, qui quadrillent la zone et qui empêchent notamment les curieux de s'approcher de cette rue. En revanche, les gens qui habitent dans les rues juste adjacentes à l'endroit où a eu lieu cet effondrement, eux peuvent accéder, mais uniquement accompagnés par un CRS ou un policier. Et puis il y a également 80 policiers municipaux qui sont sollicités
sur le terrain. Il y a également des policiers spécialisés, notamment un pilote de drone qui depuis ce matin effectue plusieurs survols de la zone et fournit les images ensuite aux pompiers. Cela leur permet de comprendre où est-ce qu'ils peuvent intervenir, où est-ce qu'il y a encore des dangers et éventuellement d'essayer de retrouver sur les images des endroits où on pourrait accéder à d'éventuelles victimes. On sait qu'il y a également un robot qui pourra être utilisé, mais c'est encore un peu tôt parce que la zone est encore très chaude. Il y a toujours un incendie qui est en cours, de la fumée qui se dégage des décombres, mais ce robot, à terme, il pourra accéder à des zones peut-être plus difficiles d'accès pour les secouristes. Enfin, des chiens aident désormais les secouristes, mais là aussi, il est trop tôt pour qu'ils aillent directement dans l'immeuble qui a explosé et qui s'est effondré hier, mais les immeubles voisins qui eux aussi ont été touchés peuvent désormais être accessibles pour ces chiens qui vont donc aider les secouristes à tenter de retrouver des victimes. Des agents d'Enedis sont sur place, ils aident également les pompiers à recenser les habitants, les personnes qui étaient dans cet immeuble hier soir aux alentours de minuit 40, car les chiffres ne sont pas très précis. On est toujours au bilan donné par le ministre de l'Intérieur ce matin aux alentours de 11h lors de son point presse. Il y a 4 personnes dont on est sûr et certain qu'ils étaient bien là hier soir et une dizaine d'habitants potentiellement dans cet immeuble habité où une explosion donc a eu lieu aux alentours de minuit 40. Le bilan, il va certainement s'alourdir au fur et à mesure des informations que vont récupérer les enquêteurs sur le terrain, les enquêteurs qui ont besoin également de l'aide de personnes qui connaîtraient des habitants de cette rue. Ils peuvent appeler la police ou la préfecture pour prévenir les autorités s'ils savent que l'un de leurs amis ou un membre de la famille était bien présent ou pas hier soir dans cet immeuble. Tout cela continue d'être centralisé ici au poste de commandement. Antoine, autre scène dont vous avez été témoin, ce sont ces véhicules totalement détruits dans la rue, donc après l'effondrement de cet immeuble et ces véhicules qui ont été évacués. Oui, c'était en début d'après-midi, juste au bout de la rue, juste derrière le poste de commandement. Une dépanneuse est arrivée ici et a ressorti 2 véhicules qui étaient garés dans cette rue, des véhicules complètement détruits désormais. On ne sait pas si c'est l'explosion, la détonation qui a été entendue aux alentours de minuit 40 ou l'effondrement de l'immeuble qui a suivi, qui a généré ces dégâts. Mais en tout cas, vous le voyez sur ces images de Léa Caboche, ces véhicules ont été emmenés donc par cette dépanneuse. On sait que désormais, 32 immeubles voisins ont été évacués par précaution et qu'on est à 179 personnes prises en charge. C'est un chiffre qui vient d'être communiqué par le ministère du Logement. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Léa Caboche à Marseille pour BFM TV. On va voir peut-être ces images bon là on voit les images en direct de cette intervention, la grue qui continue donc de déblayer. Vous allez nous éclairer, lieutenant Gulli, les débris une fois, vous l'avez expliqué tout à l'heure que les pompiers sur place à pied ont validé que cette zone ne comportait pas qu'il n'y avait pas en tout cas de personnes en dessous. Là, on voit ces images de ces chiens, des équipes cynotechniques qui interviennent sur place. Toutes ces opérations, elles sont menées en même temps. C'est ça la difficulté, alors que en même temps, les pompiers, les marins-pompiers doivent combattre un feu qui couve encore sous les débris. Oui, vous avez plusieurs actions conjointes qui sont menées en même temps. Là, on voit effectivement un chien de l'unité cynotechnique du bataillon des marins-pompiers de Marseille et probablement du SDIS 13 des Bouches-du-Rhône. Donc, d'un côté, vous avez des équipes sur le terrain, des Urban Search and Rescue, qui sont des équipes de sauvetage déblaiement, qui vont sélectionner les matériaux. Une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas de victimes, vont pouvoir être tirées par cette grue. On peut faire passer les chiens, qui vont pouvoir aussi nous indiquer sur la zone s'il y a des poches de survie avec présence de victimes ou pas. Et vous allez continuer inlassablement ces opérations jusqu'à ce que l'ensemble du chantier puisse être connu complètement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de feu à partir du moment où les chiens sont là. Alors, en tout cas sur la zone où est le chien, il faudrait pouvoir le savoir plus précisément, mais on est probablement aussi sur le deuxième effondrement qu'il y a eu. Vous avez eu l'explosion et l'effondrement d'un bâtiment, vous avez aussi le bâtiment annexe qui s'est effondré. Oui, en effet, là, on est au niveau du mur du numéro 15 qui s'est effondré. Tout à fait, je pense que nous sommes sur ce chantier-là, car on voit encore que le chantier est très très enfumé là où il y a eu l'explosion. Et là, effectivement, la présence des chiens serait dangereuse. Ça peut prendre plusieurs jours, les opérations là qu'on est en train de voir à l'image. Alors, c'est difficile à évaluer, mais le commandant des opérations de secours a bien dit qu'il partait pour des opérations de longue durée. Et oui, je pense que cela va encore durer. L'enjeu à l'heure actuelle, c'est, ne sachant pas de combien de victimes nous sommes à la recherche, il va falloir pouvoir inspecter le moindre mètre carré de toute la zone de chantier.
Il était minuit 40 quand cet immeuble, donc au 17 rue de Tivoli, s'est effondré. Pour les habitants du quartier qui ont été réveillés en pleine nuit pour être mis à l'abri en urgence, la nouvelle avait forcément été un véritable choc. Des rescapés partagés entre soulagement et inquiétude. On voit ça avec Margot Sèvres, Lola Baye et Bastien Cochet. Je suis hyper stressée, comme c'est pas possible. Pour les habitants de la rue de Tivoli, la nuit a été éprouvante et la matinée, synonyme d'évacuation. Une trentaine d'immeubles dans le périmètre de l'effondrement ont été vidés par mesure de sécurité par les pompiers. Les habitants ont dû faire vite. On nous a juste dit qu'il fallait qu'on quitte l'immeuble, on ne sait pas combien de temps. J'ai pris mes chats et puis j'ai pris mes enfants et je suis sortie à toute vitesse et c'est tout. Pris au dépourvu, les habitants de certains bâtiments ont pu rapidement passer chez eux pour récupérer quelques affaires, comme Benoît, qui était absent au moment des faits. Je suis retourné chez moi, j'ai constaté les dégâts, des fenêtres soufflées, un petit choc sur le moment parce que voilà, on se rend compte un peu de l'événement. Et puis on prend ses papiers, on prend son ordi quand on est freelance et qu'on bosse à domicile. On prend ce qu'on prend pour partir en week-end, mais là on ne sait pas jusque quand va durer le week-end, quoi. Les évacués ont été accueillis dans une école et un stade à proximité. Dans le quartier, voisins et commerçants redoutent d'apprendre de mauvaises nouvelles. On a un peu peur et on doute un peu. Ça fait peur. Et là, ce matin, je vous mens pas, j'ai des clients habituels que j'ai pas encore vus. Et là, on a parlé avec les vendeuses et franchement, ça fait peur. J'espère qu'il n'aurait rien arrivé, qu'il est le plus vite possible le bâtiment, mais je doute fort. Pour l'heure, les habitants ne savent pas quand ils pourront retrouver leur logement. Une cellule psychologique a été mise en place pour les prendre en charge. Et on a des précisions sur ces personnes qui ont été évacuées. Le ministre de l'Intérieur a annoncé dans la matinée qu'une trentaine d'immeubles avaient été concernés par ces évacuations. Antoine Forestier, on vous retrouve à Marseille avec ces précisions sur le nombre d'habitants de Marseille que cela concerne. Oui, en fait, ces évacuations, elles ont démarré dès hier soir quand les pompiers sont arrivés sur place peu après l'effondrement du premier immeuble. Ils sont directement allés voir les immeubles voisins et commencé à évacuer, ce qui a sans doute évité de nouvelles victimes, puisqu'on le sait, il y a eu d'autres effondrements dans la foulée, notamment ce matin. Et donc, les personnes ont pu, dès hier soir, évacuer ces immeubles. Et désormais, on parle de 32 immeubles évacués dans cette rue. 179 personnes prises en charge. Parmi elles, 5 personnes blessées légèrement, prises en charge à l'hôpital. Tout à l'heure, on a croisé une association d'aide aux victimes qui est là donc pour aider les habitants du quartier qui le souhaiteraient. Il y a également des choses qui sont mises en place pour les personnes qui connaissent des habitants de cette rue, qui habitent notamment au numéro des appartements concernés, le numéro 15, 17 et 19, ou même les appartements voisins qui ont été témoins de cette explosion. Et ils peuvent être pris en charge notamment dans un centre mis en place par la mairie de Marseille. Merci beaucoup Antoine Forestier, donc sur place rue de Tivoli pour BFM TV. On va voir les images de ces immeubles avant et après l'effondrement. C'est assez impressionnant. Regardez, on le rappelle, donc ces immeubles du 17 rue de Tivoli sur la gauche de l'image. Le numéro 15 qui tous les deux se sont effondrés et le numéro 19 qui lui est pour l'instant encore sur place en l'état. On va réécouter également une dame qui habite en face de ces immeubles au rez-de-chaussée et qui a reçu chez elle des débris. Quand on a ouvert à 1h du matin, on ne savait plus où on était. Quand j'ai vu les encadrements de fenêtres tout cassés et la lourdeur des encadrements venus, les cendres, l'odeur. On avait un immeuble qui était juste au-dessus du plafond. Tous les 3 immeubles, ils donnaient au niveau du toit de cet immeuble-là. On avait... Voilà. Et au milieu, il y avait les 17. Là, ils sont en train de faire quoi ? Et maintenant, on voit les immeubles de l'autre côté de Tivoli qu'on ne voyait pas. On est choqués. Depuis 1h du matin, on est choqués. On n'est pas arrivé à dormir et on pense aux victimes et... Bon, on ne se connaissait pas parce qu'on est de l'autre côté de la rue, mais on les voyait, hein, surtout l'été, on les voyait étendre le linge et tout. Et là, encore, l'immeuble à 1h du matin était allumé, il n'y a plus rien.
Et forcément, l'exécutif a réagi à la suite de ce sinistre de la rue de Tivoli, notamment le président qui a communiqué un message sur les réseaux sociaux évoquant son émotion et apportant son soutien aux secours et aux pompiers mobilisés. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, également s'est rendu sur place, lui, à Marseille, dans la matinée. Il a rencontré les marins-pompiers, il a rencontré le maire. En point de presse, il a donc donné un bilan provisoire de 4 à 10 personnes, à une dizaine de personnes en tout cas, qui pourraient être encore sous les décombres. Alexis Cuvillier, l'intervention donc du ministre de l'Intérieur directement à Marseille était attendue et il se tient au courant évidemment de la situation évolutive et qui va durer encore plusieurs jours comme ça sur place. Toutes les personnalités politiques qui sont passées par la place Beauvau racontent à quel point ce ministère, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Très rapidement, lorsqu'il y a des drames de ce type, le ministre de l'Intérieur est alerté, prévenu. Les informations remontent par la direction des forces de l'ordre localement, par les préfectures parfois. Évidemment, Gérald Darmanin a donc été alerté cette nuit. Il y a eu une réaction sur les réseaux sociaux au tout petit matin et très vite la décision qui a été prise par la place Beauvau, en effet, bien que le ministre de l'Intérieur se déplace, se rende au contact des forces de sécurité, des secours qui sont mobilisés rue de Tivoli à Marseille. Le ministre de l'Intérieur qui a d'abord fait un point, bien sûr, avec ces secours, avec le maire Benoît Payan, et qui ensuite a tenu en effet ce point presse en fin de matinée qui a permis de donner les premières informations avec notamment ce bilan estimé de 4 à 10 personnes possiblement sous les décombres. C'est d'ailleurs cette prise de parole qui a donné, j'allais dire, encore plus de gravité, bien sûr, à la situation subie par ces habitants rue de Tivoli. Et puis, dans la foulée, le ministre de l'Intérieur est rentré à Paris. C'est vrai qu'il y a toujours cet équilibre à trouver pour les personnalités officielles qui ne doivent pas non plus perturber évidemment le travail des forces des secours et puis des forces de police éventuellement mobilisées dans ce genre de situation. Donc pas question que la visite ou la venue d'un officiel puisse perturber le déroulement des opérations. Et puis il y a aussi la volonté pour le ministère de l'Intérieur de laisser le travail de l'enquête débuter, puisque vous l'avez répété à plusieurs reprises aujourd'hui, il y a à 18h une prise de parole de la procureure de la République de Marseille sur cette affaire, et on sait évidemment que le ministère de l'Intérieur et le pouvoir judiciaire sont strictement séparés en vertu du respect de la séparation des pouvoirs dans notre pays. Et ce sera à suivre en direct sur BFM TV, cette prise de parole de la procureure de la République de Marseille. Cela fait maintenant plus de 16 heures que cet immeuble s'est effondré rue de Tivoli, donc à Marseille. Et il y a toujours ces secours. C'est l'occasion également, lieutenant Éric Gully, de saluer le travail de vos collègues sur place qui est assez incroyable, qui ne lâcheront rien pour aller jusqu'à la dernière pierre, jusqu'au dernier gravaille, pour tenter de retrouver des survivants. On voit également ce chien, puisque des chiens ont commencé à rechercher des survivants. Ce sont les équipes cynotechniques qui sont engagées. En quoi consiste le travail de ces chiens sur place? Expliquez-nous. Alors, les chiens des unités cynotechniques, donc là, probablement du bataillon des marins-pompiers de Marseille et probablement du SDIS 13, qui sont à l'œuvre sur les décombres. Leur travail, c'est de détecter de la vie humaine. C'est-à-dire que malgré les décombres, ils sont entraînés à être capables de localiser des personnes. Ils vont être capables de se déplacer sur ces matériaux qu'on voit particulièrement compliqués à franchir. Mais imaginons qu'un chien fait 25 kilos, il est beaucoup plus simple d'envoyer un chien que d'envoyer des humains qui n'auraient pas le même poids et qui risqueraient d'entraîner des chutes de matériaux délétères pour les victimes. L'avantage du chien, c'est qu'il est mobile, il va rapidement, il va pouvoir faire une grande zone d'exploration. Il travaille avec son flair. Et dès qu'il va avoir fait une détection, il se mettra à gratter ou à aboyer pour signaler à son conducteur qu'il est sur une zone où potentiellement il y a une personne. Et donc quand c'est le cas, vous le disiez, il y a une vérification, c'est ça qui est effectuée à l'aide d'un autre chien? Alors effectivement, doutez bien que quand le chien va avoir ce qu'on appelle un marquage, vous le faites confirmer par un deuxième chien, de façon à ce que pour les équipes, notamment des USAR,
sauvetages d'éléments qui vont venir derrière passer de nombreuses heures, parce que c'est très fastidieux de pouvoir retirer ces matériaux et en toute sécurité pour la victime. N'oublions pas qu'il y a une victime en dessous. On manipule de grands morceaux sans savoir, c'est un peu comme un Mikado. Vous déplacez un bout du décompte, vous ne savez pas si le reste est stable. Donc ces équipes USAR vont venir probablement ensuite étayer. Donc pour être sûr du marquage, on va passer un deuxième chien. Et en fonction de la double confirmation, là, on peut mettre des équipes SD pour commencer à retirer les matériaux, probablement utiliser des étais pour stabiliser la zone. Dominique, on le rappelle, il y a une enquête qui a été ouverte par le parquet pour blessure involontaire. À cette heure, il faut bien sûr rester très prudent, mais l'une des pistes qui est envisagée, c'est la fuite de gaz. Absolument. On en saura plus tout à l'heure à 18h lorsque la procureure de Marseille va s'exprimer. Elle va être évidemment d'une grande prudence comme on peut l'imaginer. Vous expliquer qu'il y a cette enquête qui est ouverte, que les choses vont évoluer, sans doute nous annoncer qu'une information judiciaire est ouverte, qu'un juge d'instruction va être désigné. Est-ce que c'est à elle d'envisager ou de faire des hypothèses? C'est compliqué. Est-ce qu'elle va nous dire qu'à ce stade de l'enquête, il y a le gaz on peut tout imaginer. Ça peut être un sabotage, ça peut être quelqu'un qui a voulu se suicider, qui a ouvert le gaz, on l'a déjà vu. Des gens qui ouvrent le gaz, qui tentent de se suicider et qui font plusieurs morts dans l'immeuble où ils habitent quand ils habitent un immeuble. Donc la procureure va à l'évidence rester très prudente. Mais c'est important d'entendre la parole de la justice et de savoir que la justice est au travail déjà, puisque le travail de la justice, il commence dès l'effondrement de cet immeuble et parfois même en amont, s'il y a eu une préméditation ou une préparation, mais on n'en est pas là, loin de là d'ailleurs. Mais voilà, que la justice est au travail et c'est un discours rassurant parce qu'il y a des victimes, parce qu'il y a une commune qui a déjà été impactée, on l'a dit en 2018, par un précédent effondrement d'un immeuble. Alexis nous l'a dit tout à l'heure. Donc des personnes qui derrière ça habitent des quartiers anciens, je dis pas vétustes, je dis bien anciens, et qui ont peur et qui doivent ce soir se poser la question de savoir si ce genre de drame, si ce drame pourrait leur arriver à eux aussi. Et justement, vous évoquez cette question de cette comparaison, si elle est légitime ou pas avec ce qui s'est passé rue d'Aubagne. On rappelle, c'était le 5 novembre 2018, il y a 4 ans et demi. 2 immeubles, on voit ça avec vous, Alexis Cuvillier, 2 immeubles qui se sont effondrés, faisant 8 morts. Et là, à l'époque, ces immeubles avaient été concernés par un état de vétusté qui faisait, qui faisait que s'était effondré. C'était la raison de ces décès. Alors, ce n'est plus le cas. Très rapidement, en effet, dans cette histoire de la rue d'Aubagne, la population marseillaise et notamment les riverains avaient pointé du doigt la responsabilité de la mairie, à l'époque dirigée par le gaulliste Jean-Claude Gaudin, iconique maire de Marseille pendant près de 25 ans. Le maire qui, dans un premier temps, avait tenté de nier la responsabilité de la mairie, dans un deuxième temps, avait reconnu en effet que la ville de Marseille et notamment le bailleur social Marseille Habitat qui a été mis en examen dans cette affaire, et bien que certains acteurs du logement dans cette ville avaient tardé à prendre conscience de ce problème de l'insalubrité. Il faut préciser tout de même que l'enquête qui avait été ouverte n'a pas encore été clôturée, donc il pourra peut-être y avoir des évolutions là-dessus, mais en effet, à l'époque, la piste de la vétusté avait fait peu de doute. Un audit avait été commandé par le gouvernement. 6000 logements indignes avaient été recensés dans l'une des plus grandes villes de France. Merci beaucoup Alexis, merci beaucoup lieutenant Gully, merci Dominique. Des photos également à vous montrer, regardez, de l'intervention des secours, des pompiers sur place. On le rappelle, ils sont 105 à être mobilisés, vous les voyez dans les gravats. Travail extrêmement complexe de ces pompiers depuis l'effondrement de cet immeuble, donc à minuit 40. Et puis on vous rappelle cette avalanche qui a fait dans les Alpes au moins 4 morts et plusieurs blessés. Information communiquée par le ministre de l'Intérieur. L'accident s'est produit en milieu de journée au Contamine-Montjoie sur le glacier de l'Armand 7. Le bilan de l'avalanche en Haute-Savoie est encore provisoire, a dit le ministre. Les secours sont toujours à l'œuvre. Il a précisé également qu'il adressait ses pensées pour les victimes et leurs proches sur Twitter. Emmanuel Macron adresse quant à lui ses pensées aux victimes et aux forces des secours. Les secours pilotés par le PGHM de Chamonix qui continue de s'activer sur place. Mais les opérations sont particulièrement compliquées. La zone en effet de recherche est très importante et il existe un risque de suravalanche. C'est très difficile d'agir sur place
place. Les gendarmes, en tout cas, lancent un appel à témoins pour tenter d'avancer sur les investigations. Voilà pour ce qu'on pouvait en dire donc de cette avalanche qui a fait donc déjà 4 morts dans les Alpes. Restez avec nous sur BFM TV. Suite de l'édition spéciale dans un instant consacrée bien sûr à l'effondrement de cet immeuble à Marseille avec Léopold Audebert qui fera un point complet sur l'évolution de la situation. On rappelle, la procureure de Marseille fera un point presse à 18h. Restez avec nous sur BFM TV.